Le tableau périodique. Alors, petit rappel sur la quantification de l'énergie. Donc, les ondes électromagnétiques sont constituées d'un champ B et d'un champ E qui se propagent perpendiculairement l'un à l'autre à la vitesse c, célérité de la lumière. Le photon est caractérisé par une énergie transportée h nu égale hc sur lambda, et donc cette énergie est discrète. L'épreuve de l'existence du photon sont l'explication des spectres qui sont discrets, l'effet photoélectrique et enfin l'expérience de Franz et Hertz. Les ondes électromagnétiques se répartissent en différents grands domaines. Donc les ondes du visible vont de 400 à 800 nanomètres. Donc 800 nanomètres, on est proche de 10-6. Ici, on aura le rouge à 800 nanomètres et le bleu à 400 nanomètres. Au-delà du rouge, c'est les infrarouges, donc de 10-6 à 10-4, oui. Ensuite, c'est les micro-ondes de 10-3 jusqu'à 10-2. Et ensuite, ce sont les ondes radio centimétriques, millimétriques, jusqu'à kilométriques. De l'autre côté, les UV vont donc ici, on est environ à 10-7. Les UV vont de 10-7 à 10-8. Ensuite, on a les rayons X de 10-8 à 10-10. Et enfin, les rayons gamma qui sont à 10-10, qui sont dans la longueur d'onde est inférieur à 10-10 mètres. L'hydrogène émet de la lumière et cela s'explique, émet différents spectres de lumière, et cela s'explique avec les différents niveaux d'énergie qui proviennent de différentes explications, les premières provenant de Bohr et les dernières étant les niveaux d'énergie de la mécanique quantique. Donc le niveau de l'électron dans l'atome d'hydrogène, l'électron le plus lié peut avoir une énergie potentielle de moins 13,6 électronvolts. Il peut passer dans des états un peu moins liés, qui sont E2, E3, E4. Bien sûr, tout ça est inférieur à 0, parce que s'il a une énergie supérieure à la profondeur de ce potentiel, alors il n'est plus lié. Autrement dit, il faut lui fournir 13,6 électronvolts pour qu'il ait une énergie positive et qu'il ne soit plus lié à l'hydrogène. L'énergie du niveau N, c'est moins 13,6 électronvolts sur N2. Et la variation d'énergie, c'est la différence de niveau d'énergie, et ça, elle s'accompagne d'un photon transportant l'énergie h nu. Alors 1 sur longueur d'onde, donc ça c'est je me rappelle plus, la loi de... Bon, 1 sur lambda égale, donc l'inverse de la longueur d'onde, ça peut s'appeler aussi le nombre d'ondes, mais attention, pas le vecteur k, donc en mètre moins 1 ou en centimètre moins 1, et c'est égal à la constante de Rydberg multipliée par 1 sur N2 moins 1 sur P2, la constante de Rydberg valant 1,09677,617 par mètre. Elle est souvent exprimée en 109 677 par centimètre. À vérifier. La série de Lyman correspond aux transitions entre le niveau 1 et tous les autres. Ça se fait dans l'UV. La série de Balmer, c'est la transition qui se fait dans le visible, donc du niveau 2 jusqu'à tout niveau supérieur. La série de Paschen est dans l'infrarouge proche, et la série de Brackett est dans l'infrarouge lointain. Pour une entité hydrogénoïde, on peut ressortir la théorie pour l'atome d'hydrogène.
qui est le seul cas facile à résoudre pour la mécanique quantique. Donc pour les atomes genre He+, Li2+, c'est-à-dire un seul électron, eh bien on peut adapter la loi qu'on avait pour l'hydrogène ici, et l'énergie du niveau n, c'est moins 13,6 sur n2, mais multiplié par Z2. Sachant qu'un électronvolt, c'est toujours 1,6 10-19 joules. On définit ainsi le nombre quantique n, qui est le nombre quantique principal, qui est toujours positif, c'est le numéro de la couche de l'électron. On définit un nombre quantique secondaire, L, qui varie entre 0 et n-1. C'est la sous-couche de l'électron, et on utilisera souvent les lettres S, P, D, F, G pour numéroter ces sous-couches sans utiliser de numéros. Le nombre quantique M, c'est le nombre quantique magnétique. Donc c'est M qui est compris entre moins L et plus L, et il fixe la valeur de la projection du moment cinétique orbital sur OZ. Quant à ms, c'est le nombre quantique magnétique de spin qui peut être égal à plus 1,5 ou moins 1,5. Dégénérescence. Il y a un certain nombre d'orbitales atomiques autour de l'atome, et on peut tracer ici les différents niveaux d'énergie. Pour le niveau 1, au niveau 2, c'est un niveau dégénéré, il y a 4 sous-couches, donc ici il y a S, ici il y a, au niveau 2, il y a SP, oui, il y a oui, en tout, il y a 3 sous-niveaux, parce que ici on a le niveau 1S, le niveau 2S, et après le niveau 2P, qui est lui-même sous-divisé, donc dégénéré en 2P-1, 2P0, 2P plus 1. Ensuite, il y a le niveau 3, qui va, donc 3S qui n'est pas dégénéré, le 3P qui va lui être dégénéré en 5 sous-couches, 3P-2, 3P-1, 3P0, 3P1, 3P2. Ce qui fait que pour la couche 1, on peut mettre 2 électrons, puisque la règle de Hund précise que les sous-couches se remplissent à spin parallèle, plus 2 électrons dans la même configuration au max, N, L, M, M, S. Donc nombre quantique principal, nombre quantique secondaire, nombre quantique magnétique et nombre quantique magnétique de spin. Ensuite, sur la couche 2S, il y a toujours 2 électrons. La 2P, on va pouvoir en voir 6, donc 8 sur ces sous-couches-là. Ensuite, on va avoir le niveau S ici qui va donc on a un niveau S, donc un 3S, et ensuite on a des 3P, mais qui vont avoir 5 sous-niveaux. On aurait ensuite une couche 3D, le D pouvant se séparer en 5 sous-niveaux, et la couche F pouvant se sous-diviser en 7 sous-niveaux. Pour s'y retrouver dans tous ces remplissages de niveaux, la règle de Kleshkovsky nous dit que les couches et sous-couches se remplissent tout d'abord de telle manière que E, M, L augmente. Donc l'énergie de L augmente avec N plus L et avec N en cas d'égalité. Autrement dit, si on dresse un tableau comme ceci des différentes couches et sous-couches, on a la 1S, puis la 2S, puis la 2P, puis la 3S, puis la 3P. Mais ici, on voit que à la 3D, en fait, le niveau d'énergie est plus grand que à la 4S. Donc, on va commencer à remplir la 4S et ensuite remplir la 3D, la 4P, la 5, et on continue comme ça. Ce qui fait qu'on a une règle de remplissage de couches qui est en 1S2, 2S2, 2P6,
3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Alors quand on en est là, on a 30 électrons en tout. 4p6, 5s2, 5d6. Et là, on commence déjà à avoir pas mal d'électrons. On répète. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d6. C'est la règle de Klejkovski. La règle de Hund dit que les états de plus basse énergie sont ceux qui occupent un maximum d'états dégénérés avec les spins parallèles. Donc c'est ce qu'on a dit ici. Quand l'état d'énergie sera plus bas si les électrons se mettent là, puis là, puis là, au lieu de commencer à remplir chacun, enfin au lieu de commencer à se mettre 2 par case. En fait, les électrons restent célibataires tant qu'ils peuvent, puis ensuite s'apparient avec un autre électron, mais de spin opposé, et on dit que ce sont des électrons qui sont appariés. Un anion est un atome qui va accepter des électrons jusqu'à saturer sa couche de valence, et un cation, c'est un atome qui perd ses électrons de valence. Exemple, pour le fer qui se termine en 3d6, 4s2, eh bien, il va donner 2 ions possibles. Tout d'abord 4s0 en se débarrassant des 2 électrons de sa couche externe, et là donc on a la stabilité de la règle de l'octet. Par contre, il y a aussi un Fe3+ qui peut se former parce que quand on va passer de 3d6 à 3d5, on se retrouve avec une sous-couche à moitié remplie, et ça c'est aussi un facteur de stabilité. Alors on reprend la règle de Klejkovski. Klejkovski. On y arrive. 1s, 2s, donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2. 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. Ceci va nous permettre de ranger les éléments dans le tableau périodique des éléments, donc avec différents blocs. Tout d'abord les colonnes 1 et 2 qui sont les alcalins et les alcalinoterreux, qui est le bloc S constitué des réducteurs. Donc ces réducteurs ont en fait des électrons externes peu liés et une faible électronégativité. Ils ont tendance à perdre leurs électrons, d'où leur caractère réducteur. Ils réagissent avec l'eau et ils s'oxydent en formant un MnOY. Chaque électron est lié à au moins un oxyde, c'est que chaque oxygène est lié à au moins un atome M. On va retrouver le bloc D des métaux de transition, et on a ici une limite qui montre la demi-sous-couche saturée, donc il y a une certaine stabilité à cet endroit-là. Où on va retrouver ici le bloc F constitué de métaux, enfin de continuer. Alors ici on avait tous les métaux, ici on a des non-métaux, là on a des métalloïdes, et là on a des métaux. Alors là c'est plutôt des métaux là. Il y a le plomb, le bismuth, l'étain. Donc là, c'est faux. Ici, ce sont encore des métaux. Là, c'est la transition, ce sont des métalloïdes. Et ici, ce sont des non-métaux. On retrouve l'oxydant. Alors oui, les blocs ici sont le bloc P, c'est un bloc d'oxydants. C'est-à-dire que ce sont des atomes qui complètent leur couche externe. On va retrouver les gaz rares qui ont leur couche externe complétée. On retrouve les halogènes qui vont chercher à gagner un électron en formant par exemple ion F-, Cl-, Br-, I. Donc les halogènes fluor, chlore, brome, iode et astate. Ça doit être ça. Les
donc ça c'est les halogènes, les chalcogènes, oxygène, soufre, sélénium, Te, je sais plus. On retrouve ici donc le bloc, donc ça c'est le remplissage du bloc F, et ici on a le remplissage d'un autre bloc, c'est puisque là on remplit le D, et bien après le D c'est le bloc F, on remplit le bloc F a 14 atomes, on va retrouver ici 14 cases, et ce sont les lanthanides et les actinides. Pour les actinides, on arrive au-delà de l'uranium, en fait on arrive ici dans un domaine où les atomes ne sont plus du tout stables, ils sont radioactifs. Et à partir de là, on n'existe même pas, enfin ils ne sont qu'artificiels. Les métaux sont caractérisés par une conduction électrique et thermique, ils sont malléables, ductiles. Ils sont malléables. Alors ductiles, on peut rappeler que ça veut dire qu'ils ont une aptitude à se déformer de manière plastique. Leur résistivité augmente si la température augmente. C'est l'effet Joule, et les oxydes sont non volatiles et solides. Donc ils s'oxydent, et les oxydes sont non volatiles et solides. Les électrons de valence sont les électrons de la couche la plus élevée, plus les électrons de sous-couche non saturés. Les électrons de cœur, ce sont des électrons qui ne sont pas les électrons de valence. La représentation de Lewis permet de représenter uniquement les électrons de valence, c'est-à-dire ceux qui participent à la réactivité chimique. Donc l'oxygène sera représenté avec ces deux doublets non liants et ces deux électrons seuls, ces deux singulets. Le brome, l'hydrogène. Et donc on peut récapituler le début du tableau électronique, du tableau de Mendeleïev, qui sont les atomes à connaître. Donc hydrogène 1, hélium avec un E, hélium 2, 3 lithium, 4 beryllium, 5 bore, 6 carbone, 7 azote, 8 oxygène, 9 fluor, 10 néon, 11 sodium, 12 magnésium, 13 aluminium, 14 silicium, 15 phosphore, 16 soufre, 17 chlore, 18 argon. On répète: 1 hydrogène, 2 hélium, 3 lithium, 4 beryllium, 5 bore, 6 carbone, 7 azote, 8 oxygène, 9 fluor, 10 néon, 11 sodium, 12 magnésium, 13 aluminium, 14 silicium, 15 phosphore, 16 soufre, 17 chlore, 18 argon. Un atome polyélectronique peut aussi être étudié avec le modèle de hydrogénoïde vu tout à l'heure, mais il va falloir considérer que le ième électron, si on considère le ième électron, on va falloir voir l'influence des électrons qui sont situés entre ce ième électron et le noyau. Donc les électrons situés entre le ième ont une influence plus grande que le noyau. Et les autres. Ok, si on a les électrons qui sont là, cet électron-là, il va être plus influencé par les électrons-là que par tout le reste. Donc, on remplace tout le reste par un noyau fictif dont la charge sera Z étoile, qui est Z moins sigma, sigma étant une constante d'écran, écrantage ou facteur d'écran. Donc l'énergie d'un niveau N
sera moins 13,6 Z étoile 2 sur N étoile 2. Donc même formule que tout à l'heure, mais on a remplacé Z et N par leur équivalent en étoile. Donc N étoile, on va corriger le N en remplaçant N par un nombre décimal un peu plus petit. Et de même, on va remplacer le Z. Z pour par exemple pour l'hélium, Z égale 2, en fait on va considérer qu'il ne porte qu'une seule charge positive, qu'1,7 charge positive au lieu de 2. 1,3 pour le lithium, c'est même moins que celui-ci. En fait, il y a une forte diminution au changement de période. Il y a une forte diminution de Z étoile au changement de période. Par contre, si on fixe une période et qu'on monte dans la période, il y a bien sûr une augmentation, ça paraît de plus en plus chargé, et donc l'électron est de plus en plus attiré par son noyau, plus le noyau grossit. Par contre, dès qu'il passe à une couche supérieure, sa distance moyenne augmente beaucoup par rapport au noyau, et tout se passe comme s'il était moins attiré. On va définir l'énergie de première ionisation, qui est l'énergie nécessaire pour arracher un électron à l'état gazeux. Donc si on a X à l'état gazeux, c'est X plus 1 plus électron. Elle est notée EI1. On l'appelle aussi potentiel d'ionisation. Et EI1, alors on va voir tout à l'heure la comparaison et ce que signifie EI1, EI2. L'énergie d'attachement, ce sera l'énergie pour capter un électron à l'état gazeux, donc exactement l'inverse. On part d'un atome et on lui fixe un électron et il fait l'ion X-1. Donc c'est une énergie d'attachement qui est négative. On obtient un état oui. Ensuite, on va définir l'affinité chimique comme étant l'inverse de l'énergie d'attachement. Donc, c'est-à-dire que l'affinité chimique, l'affinité électronique, ça va beaucoup ressembler finalement à l'énergie de première ionisation. On va définir ici 13,6, c'est la valeur qui est nécessaire pour arracher un électron de l'hydrogène. On reconnaît le 13,6 de 13,6 Z carré sur N2 qu'on avait tout à l'heure. 24,6, 5,4, 18,6. Donc l'affinité électronique augmente sur une période en relation avec Z étoile. Il est de plus en plus lié, donc l'énergie d'ionisation augmente, l'énergie d'attachement diminue et l'affinité électronique, elle, augmente. Ceci nous amène à définir le concept d'électronégativité qui fait un peu la moyenne des concepts précédents. L'électronégativité est un nombre sans dimension, xm, qui va pouvoir se calculer soit avec soit les proportionnels, c'est la demi-différence de l'énergie d'ionisation plus l'énergie d'attachement, soit c'est un facteur K' fois Z étoile sur R2 plus C, soit il est défini par référence à l'atome d'hydrogène, et donc ça sera la racine de l'énergie de liaison entre l'hydrogène et l'atome en question, moins la racine de l'énergie de liaison entre deux atomes identiques, entre le produit de deux atomes identiques. Quoi qu'il en soit, on arrive à un tableau qui reflète l'aptitude de l'atome à attirer un électron au sens large. Et donc l'électronégativité est d'autant plus forte qu'à une même période on augmente, et l'électronégativité augmente, du moins l'électronégativité diminue quand on passe d'une période à l'autre. Les rayons atomiques, du coup, eh bien, eux aussi, ils augmentent puisqu'on met de plus en plus d'électrons. Par contre, on retrouve le changement de diamètre important au moment où, en fait, on change de couche. Donc,
ici, à partir de 53, donc ça 53, ça doit être des nanomètres. Si on rajoute un électron, enfin du moins si on passe à l'hélium, on a 2 charges plus 2 électrons, chaque électron est plus attiré et en fait on diminue son diamètre. Un atome d'hélium est plus petit que l'atome d'hydrogène. Par contre, dès qu'on passe au lithium, on est sur la 3e couche et du coup le diamètre augmente beaucoup, 163, ça doit être des picomètres. Et par contre, quand on commence à augmenter quand on commence à monter dans la période, et bien comme tout à l'heure, le noyau est de plus en plus chargé et du coup le rayon atomique diminue, on réaugmente à la 3e période et on rediminue à nouveau. Le rayon d'un anion sera toujours supérieur au rayon atomique qui sera toujours supérieur, alors là c'est pas possible, au rayon atomique pas de l'anion mais du cation. Le cation étant plus, il a perdu un électron donc il sera un tout petit peu plus petit. Les schémas de Lewis. Donc l'idée c'est de partager des doublets et de voir comment la molécule se réarrange. Donc la molécule, c'est une espèce polyatomique neutre ou un ion, c'est une espèce chimique chargée, polyatomique ou monoatomique, qui forme une structure minimisant leur énergie de liaison. L'énergie de liaison se compte en kilojoules par mol et si on a AB à l'état gazeux et qu'on fournit cette énergie de liaison, ben on va retrouver A à l'état gazeux et B à l'état gazeux. On va avoir pour le difluor, pour briser entièrement du difluor, on va passer de 1,5 kJ par mol à AB, oui, si on va jusqu'au diazote, qui sera un des plus solubles à cause de la triple liaison, on va être à 900 kJ par mol. Donc les distances interatomiques sont 75 picomètres. Ça varie de 75 picomètres pour le dihydrogène à 200 picomètres pour le dichlore. Donc le schéma de Lewis consiste à saturer les sous-couches S et P des éléments des blocs S et P. Par contre, ça fonctionne mal pour les blocs D et F. La règle de base, c'est la règle du duet pour n égale 1, ou la règle de l'octet pour n strictement supérieur à 1. Chaque atome des blocs S et P s'entoure d'autant d'électrons que nécessaire pour avoir ces 4 doublets, exception faite des composés déficients ou hypervalents. Alors pour établir un schéma de Lewis, on a déjà le nombre d'électrons de valence. Pour l'hydrogène c'est 1, pour le bore c'est 3, pour le carbone c'est 4, le carbone c'est Z égale 6, mais il faut enlever les deux électrons de la première couche, N égale 5, O 6, F 7, Ne 8. En dessous sur le tableau périodique, le lithium va être comme l'hydrogène à 1, le beryllium 2, aluminium 3, Si4, P5, S6, chlore et brome 7. Donc le nombre d'électrons de valence, c'est la somme des numéros des nombres d'électrons de valence de chacun des éléments, moins la charge portée en tout par l'espèce chimique. Donc le nombre de paires de valence, c'est la partie entière de ça divisé par 2. Exemple, pour H3 ou plus, alors on a l'hydrogène c'est 1, donc 3 fois 1, plus 6 porté par l'oxygène, moins 1 parce qu'on a une charge plus. Ce qui nous fait 8 divisé par 2, 4, on s'entoure de 4 doublets, et donc on va répartir ces doublets en essayant de respecter la règle du duet et de la règle de l'octet. Et donc la charge de l'oxygène, c'est le nombre d'électrons de valence usuel, moins le nombre d'électrons de valence de ce cas particulier. En l'occurrence ici, on s'aperçoit il a 6, donc H3 ou plus. Normalement, l'atome d'oxygène, une fois qu'on a fait tout ça, là, il se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 électrons, alors que normalement, il est censé en avoir 6, ce qui signifie
qu'il a une charge plus 1. On peut dire aussi il a 6 électrons lorsqu'il est neutre. Ici, il en a 5, il en a donc perdu 1. BH4-, le nombre de paires d'électrons de valence, c'est donc 3 pour le bord, plus 4, plus 1 de charge, divisé par 2 égale 4. Donc si on répartit les 4 ici, on s'aperçoit que donc, les hydrogènes sont correctement, enfin, ont le bon nombre d'électrons pour ne pas être saturés. Par contre, le bord qui normalement en a 3, ça se retrouve ici avec 4, donc il a une charge moins. N2 a un nombre de paires de valence de donc 5 fois 2 divisé par 2 égale 5 et pas 2 comme ici, et on a la triple liaison. On peut avoir des liaisons multiples, par exemple CH2O, alors le nombre de paires de valence c'est 4 plus 1 fois 2 plus 6, ça fait 12 divisé par 2, ça fait 6. Donc on a 6 doublets à répartir, 4, 5, 6. Ici tout est correctement mis, mais vous voyez on voit qu'il faut ici une liaison double entre le carbone et l'oxygène. On peut trouver des composés qui sont déficients, par exemple AlCl3, donc c'est déficient pour la règle du duet et la règle de l'octet, mais par contre, si on calcule le nombre de paires de valence, c'est 3 pour l'aluminium, plus 3 fois 7 pour le chlore, divisé par 2, ça fait 12. Chaque chlore en prend 3 autour de lui, plus les 3 qui lient. On a tous les doublets et on voit qu'il manque un doublet pour l'aluminium pour respecter la règle de l'octet. Voilà, donc on peut avoir aussi le cas où on a des électrons célibataires, par exemple NO2. Si on essaye de dessiner son schéma de Lewis, on va avoir un nombre de paires de valence qui est de 5 plus 2 fois 6 égale 17. Le nombre de paires de valence, c'est 17 divisé par 2, la partie entière, c'est 8. Et en fait, on s'aperçoit quand on a mis 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que on a 17 électrons en tout à caser. Donc ici, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Donc on aura un électron supplémentaire qui se case ici. Mais en l'occurrence, il ne va pas rester ici, c'est pas un plus, ici c'est bien un moins. Ici, en fait, ce qui n'ira pas, c'est que du coup, on aurait une charge moins. Et en fait, cette espèce est chimiquement neutre. Donc, en fait, on va avoir ici un doublet, c'est-à-dire qu'un des deux électrons ici est fixé sur l'oxygène et l'autre vient se mettre avec celui-ci pour faire un doublet. Et c'est plutôt l'oxygène qui a son électron de valence. L'électron supplémentaire qu'on ne savait pas trop où mettre. Ce qu'on appelle la séparation de charge, par exemple pour HNO3, c'est le fait que plusieurs représentations de Lewis soient possibles. Par exemple pour le NO2OH, donc HNO3, c'est l'acide nitrique. On a plusieurs représentations correctes, puisqu'on peut avoir la charge qui est portée ici sur l'oxygène. Et puis on peut avoir une charge ici portée par N. Mais on peut imaginer que cet électron on peut imaginer aussi ici, donc c'est à peu près le symétrique de l'autre, mais on peut imaginer des cas aussi un peu plus compliqués où on a deux séparations de charge avec des doubles et des simples liaisons qui sont réparties à divers endroits sur la molécule. Quand on a trop de séparation de charge, ça devient impossible et c'est ce qu'on appelle la liste des formes mésomères. C'est la liste des formes possibles. On les écrit entre crochets séparés par des flèches. Ces différentes formes possibles vont être des éléments stabilisants parce que l'électron pouvant se délocaliser sur plusieurs liaisons occupe un état d'énergie moindre et donc on a plus de stabilité. L'hypervalence consiste
considère le cas des atomes pour n supérieur à 3 qui peuvent former des doublets avec les orbitales atomiques p, par exemple le phosphore, le soufre. Ils peuvent avoir 4, 5 ou 6 paires. Les halogènes peuvent avoir 4 à 8 paires. L'hypervalence peut permettre de limiter ou de supprimer les séparations de charges. Pour finir sur les délocalisations d'électrons, donc si on a deux espèces chimiques qui sont séparées par une double liaison, on peut imaginer que le doublet se reporte entièrement sur A, donc A, s'il était neutre, va se retrouver avec une charge moins, et ici on a perdu un électron, donc on a une charge plus avec un doublet libre. On peut avoir le cas différent, où on a le doublet qui est là, et bien oui, donc on est là avec le doublet. Ou alors on part d'une situation où on était comme ça, avec un doublet sur A et puis une lacune sur B. Le doublet se remet entre les deux, du coup B va être chargé négativement et A va être chargé positivement. En fait, ce sont des formes mésomères et on peut passer d'une forme mésomère à l'autre en montrant avec les flèches comment est-ce que on passe de l'une à l'autre, mais on peut même utiliser plusieurs flèches pour éviter d'écrire des systèmes improbables. Les systèmes conjugués usuels, donc pour la délocalisation des électrons, sont des systèmes allyliques à 2 électrons. Donc allylique, ça s'oppose à phénylique, donc à un cycle aromatique. Il n'y a pas de cycle aromatique, ce sont des molécules linéaires. Donc on a la liaison double qui va l'électron d'une liaison double qui va passer sur celui d'à côté où on a une lacune, donc il va venir combler la lacune ici, mais par contre ça fait une lacune de l'autre côté, et donc la lacune de l'autre côté peut être recomblée avec l'électron qui repasse de l'autre côté, etc. Euh, on, on peut avoir un système donc allylique à 2 électrons, un système allylique à 4 électrons. Si cette fois-ci l'électron, il y a un doublet, un élément chargé moins ici, on peut très bien avoir celui qui passe là en même temps que celui qui passe là et se retrouver avec cette forme-là. Donc système allylique à 2 électrons, à 4 électrons. On peut avoir des systèmes sigma pi sigma où on a un enchaînement de liaisons simples et de liaisons doubles et où l'électron va passer d'une liaison à l'autre du coup formant une charge supplémentaire d'un côté et une lacune de l'autre. Ce sont des facteurs stabilisants et ces molécules sont caractérisées pour absorber le visible, parce que pour passer d'un état mésomère à l'autre, il faut une énergie pas très importante et qui correspond exactement à la longueur d'onde du visible. Enfin, il y a aussi donc le système pi sigma, et on peut aussi avoir un système allylique à 3 électrons, donc non pas comme ici, mais à 3 électrons, c'est-à-dire qu'on a vraiment, en fait, on a un électron qui de la liaison double qui se reporte sur celui-là, et l'autre électron qui se reporte sur celui-ci pour compléter un électron qui était tout seul. Donc on peut avoir, pour un système allylique à 3 électrons, on peut avoir des flèches simples. L'utilité, c'est de justifier par exemple la symétrie du benzène, malgré le fait qu'il y ait une alternance de liaison. Quand on dessine le benzène C6H6 comme une alternance de simple et double liaison, en fait il y a un système conjugué, la localisation de la double liaison et de la simple liaison change sans arrêt. On a un équilibre entre ces deux formes qu'on dessine avec le cycle aromatique et le cercle à l'intérieur. Les électrons, les paires d'électrons se repoussent les unes les autres, et la méthode VSEPR, Valence Shell Electronic Pair Repulsion, va permettre de déterminer les formes qu'on va obtenir pour les molécules. Donc si on a A, l'atome central, X étant un atome lié, et E étant un doublet non liant. Alors on a un système en A, si on a un système en AX2E, E0, ça veut dire qu'on n'a pas de doublet non liant, et on a deux atomes qui sont fixés de part et d'autre de l'atome central. On a une structure linéaire. Une structure en AX3E0. Ça serait le cas par exemple de BH3
qu'on a vu tout à l'heure, ou BH3. Donc ici on aura une structure triangulaire pour respecter la symétrie de l'ensemble, puisqu'on n'a pas de doublet non liant. Par contre, si on avait un doublet non liant, on basculerait dans une structure tétraédrique, qu'on verra. Oui, on basculerait dans une structure tétraédrique du type AX3E1. Alors, un AX3, AX2E1, c'est un doublet non liant avec deux atomes avec des liaisons. C'est par exemple le cas de NO2. On n'a pas de doublet non liant là d'ailleurs. Est-ce que ça serait bien NO2? À vérifier. Ouais, ça serait pas NO2. On n'a pas ici un doublet non liant. Ça serait plutôt le cas de la molécule d'eau H2O. Avec le doublet non liant sur l'oxygène et les deux hydrogènes ici. Un système tétraédrique, donc ça ferait une molécule qu'on appelle coudée. Ah non, on l'a ici, la molécule coudée. Oui, avec les deux, puisque dans la molécule d'eau, il y a deux doublets non liants. Donc ici, il n'y aurait qu'un seul doublet non liant. À vérifier, ça doit être ça. AX4E0. C'est le cas du méthane, par exemple, une structure tétraédrique avec 4 doublets liants qui se repoussent mutuellement en formant ce tétraèdre. AX3E1, donc on a le tétraèdre de tout à l'heure, mais avec un doublet non liant qui remplace. Donc du coup, on va faire une pyramide à base triangulaire. C'est le cas de H3O+, avec le doublet non liant ici. AX2E2, c'est une molécule coudée avec les deux doublets non liants, c'est le cas de la molécule d'eau. AX5E0 serait une structure bipyramidale à base triangulaire. Donc ça c'est pour l'hypervalence. Et l'atome central qui serait lié à 6 atomes autour de lui sans doublet non liant ferait une molécule octaédrique. La représentation de Cram montre un triangle quand c'est vers l'avant et des pointillés quand c'est vers l'arrière et des traits dans le plan. Et on va avoir des angles de liaison qui dépendent de la répulsion des électrons. Donc on a ici un angle de 109, l'angle est plus fermé pour NH3, 107 degrés, et encore plus fermé pour H2O, 104 degrés du fait de la répulsion des électrons. Et donc on a différentes répulsions différents angles qui ne sont pas les mêmes, car les répulsions entre les doublets ou les liaisons ne sont pas les mêmes. La forme réelle d'une molécule, c'est souvent c'est la moyenne de la forme de chacun des isomères. Si on a plusieurs isomères qui ont différentes formes, et ben ça peut faire des trucs différents. Par exemple, on a pour l'éthène CH2, on a deux structures possibles avec la double liaison. On pourrait imaginer un carbone qui ait ses liaisons plutôt devant et derrière. Ça, c'est quand on le dessine avec les doubles liaisons, c'est plutôt ce qui serait logique. Mais en fait, puisque les deux sont possibles, la moyenne des deux, ça va faire une molécule plane. Et enfin, la polarité des molécules. Le moment dipolaire se calcule en faisant le vecteur A+, donc c'est qui fait une distance D multipliée par la charge. Or, la charge, si c'est pas une charge entière, c'est un delta de charge, un plus delta moins delta. Donc, le vecteur dipolaire sera delta E A moins A+. La polarité d'une molécule sera la somme des moments dipolaires. La molécule peut être apolaire même si il existe des moments dipolaires pour chacune des liaisons. Si toutes ces polarités s'annulent, eh bien il n'y a pas de polarité d'ensemble de la molécule. Une molécule apolaire est caractérisée par un centre de gravité des charges plus et des charges moins
qui sont confondus. Par exemple, pour pour BeH2, on a deux moments dipolaires qui s'opposent, donc un moment dipolaire total nul. Par contre, pour H2O, les deux ne s'opposent pas complètement. On a un moment dipolaire non nul sur l'ensemble.